Attentat contre la voiture de l'ancien ministre Alain Peyrefitte, un employé de la mairie de Provins tué dans l'explosion, condamnation unanime de cet attentat sans précédent depuis De Gaulle. Réglementation plus stricte des manipulations génétiques souhaitée par le gouvernement après l'avis du Comité consultatif national d'éthique. L'URSS sous Mikhail Gorbatchev, premier reportage d'une enquête menée par Jean-Marc Ilouz et Corinne Pertuis pour tenter de comprendre la société soviétique. Médecins sans frontières à 15 ans d'intervention, souvent en urgence. Ronnie Broman, président de MSF, invité de cette édition, revient d'Afghanistan. Aujourd'hui, lundi 15 décembre 1986, nouvelle journée de détention pour les otages français au Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir, c'est un homme de 51 ans, marié, père d'un fils de 27 ans, employé comme mécanicien chauffeur au garage municipal de Provins en Seine-et-Marne, qui a été tué ce matin dans l'explosion de la voiture du député maire de Provins, M. Alain Peyrefitte. L'ancien ministre se trouvait à Paris et avait par chance utilisé sa voiture personnelle. Ce lundi matin, Serge Langer, le mécanicien, est venu réparer l'autre voiture. Celle-ci était piégée. On évoque action directe, mais sans avoir de revendication conforme. Reportage à Provins, Isabelle Bechler, Philippe Menu. De toute évidence, la bombe était faite pour tuer. La charge explosive a pulvérisé ce matin la BX de fonction du député maire de Provins. Nous avons entendu une forte explosion. Alors nous avons ouvert la fenêtre. Nous avons vu toutes les flammes et du feu là-bas. Puis le monsieur qui était par terre qui était en flammes. Donc il est mort. C'était Serge Langer, 51 ans, employé municipal. Ce matin, il venait de recharger la batterie avec un collègue car la voiture n'avait pas tourné de tout le week-end. Pour la première fois depuis des mois, Alain Peyrefitte ne s'en était pas servi, tout simplement, faute d'avoir trouvé les clés. Pour les enquêteurs, c'est bien l'ancien garde des Sceaux qui était la cible des tueurs. Ceux qui ont pris la responsabilité depuis quelques semaines de créer dans le pays un climat de haine devraient maintenant un peu prendre conscience de leur responsabilité. Quoi qu'il arrive, les actions terroristes, nous savions parfaitement qu'elles n'étaient pas terminées, que des risques existaient. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, rien ne fera reculer l'État et nous redoublerons d'efforts et nous rassemblerons davantage de moyens pour mener la lutte contre le terrorisme. Alain Peyrefitte n'avait pas reçu de menace de mort depuis 1982. Par 2 fois, il avait été la victime d'attentats d'intimidation, mais quand il était ministre. Aujourd'hui, c'est la surprise. Je n'ai pas, à l'heure qu'il est, de soupçons précis. Simplement, tout à l'heure, la mairie de Provins, le standard de la mairie, a reçu une communication téléphonique revendiquant l'attentat au nom d'Action Directe. C'est tout ce que je sais. Je suppose que les terroristes ne doivent pas porter dans leur cœur un garde des Sceaux qui avait fait en sorte que il y ait environ 200 terroristes sous les verrous quand il exerçait ses fonctions. 200 terroristes qu'on s'est hâté d'ailleurs de libérer dans les semaines qui ont suivi. La petite ville de Provins est sous le choc. Elle attend de l'enquête du SRPJ de Versailles qu'elle détermine pourquoi le terrorisme est venu tuer ici un de ses employés municipaux. Réaction unanime de condamnation de cet attentat de la Ligue des droits de l'homme, de Jean Peuprenne pour le Parti socialiste, de Franck Borotra pour le RPR ou encore ce soir de M. Raymond Barre. Cet acte terroriste contre M. Peyrefitte est le premier à ainsi prendre pour cible un homme politique depuis les attentats commis contre le général de Gaulle. Alain Peyrefitte est, je vous le rappelle, ancien garde des Sceaux, il est membre de l'Académie française, mais il a toujours une influence politique importante, notamment dans son rôle d'éditorialiste au Figaro. Rappel et commentaires avec Jean-Michel Mercurol. Auteur de la loi Sécurité et Liberté, Alain Peyrefitte, comme il le dit lui-même, a focalisé sur sa personne bien des inimitiés. Comme garde des Sceaux, il reste le symbole d'une justice musclée. Baron du gaullisme, académicien, journaliste et écrivain, Alain Peyrefitte a d'abord été ministre de l'Information sous De Gaulle. Comme ministre de l'Éducation nationale, il a été en première ligne lors de la révolte étudiante de 68.
Éditorialiste au Figaro, il est l'un des représentants les plus actifs du groupe Ersan. Sa plume acerbe est redoutée de ses adversaires politiques. Le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé se réunissait pour sa 3e année d'existence avec pour préoccupation essentielle la procréation artificielle, la procréation assistée médicalement, notamment fécondation en éprouvette, congélation, don d'embryons. Le comité d'éthique souhaite beaucoup de prudence et une plus grande réglementation. Le président de ce comité, le professeur Jean Bernard, déclarait ce matin sur RTL que la bonne attitude de l'homme de science est de chercher à limiter les conséquences de ce qu'il a trouvé. Pierre Ly, Jean Cornu pour Antenne 2 ont suivi les premières heures de la réunion de ce comité d'éthique. Non aux manipulations génétiques, oui aux bébés éprouvettes et aux embryons congelés, mais seulement pour répondre aux désirs des couples stériles. Les journées du comité d'éthique sont l'occasion d'un consensus, pas de précipitation, avec la fécondation artificielle. La science d'aujourd'hui prend l'homme de vitesse. Ce constat que je faisais lors de la mise en place de votre comité n'a peut-être jamais été aussi vrai que ces temps derniers, à tel point que certains chercheurs eux-mêmes ont appelé en conscience à un arrêt de la recherche dès lors qu'elle touche aux manipulations de l'humain. Les enquêtes d'opinion révèlent une grande prudence. Réserver la reproduction artificielle aux seules fins thérapeutiques. Refuser de manipuler l'être humain pour pouvoir choisir par exemple le sexe d'un enfant. Telles sont les convictions très nuancées qui sont le plus souvent exprimées. Elles témoignent des mêmes interrogations que celles des chercheurs. Un moratoire, c'est-à-dire un délai, avant de poursuivre des recherches qui pourraient déraper sur des manipulations génétiques. C'est pas une nouvelle façon de procréer, c'est un traitement de la stérilité et pour l'instant tout le monde souhaite que ça demeure un traitement de la stérilité. Je suis très satisfait de ce moratoire sur l'identité de l'œuf, pas seulement parce que pour cet exemple-là, mais parce que je crois que symboliquement, c'est à ma connaissance la première fois qu'un comité national, avec quand même le poids officiel qu'il représente, prend une position de moratoire. Désir de marquer le pas, ce qui ne veut pas dire arrêter la recherche, mais la ralentir, faute de mieux comprendre des intérêts parfois contradictoires. Intérêt des couples dans leur désir d'enfant, intérêt des chercheurs animés par la curiosité de la connaissance, intérêt d'une société qui doit maintenir la richesse des diversités génétiques pour les générations futures. La présidence de la République a publié ce matin un nouveau bulletin de santé de M. Mitterrand. À la demande de celui-ci, ce bulletin indique que les résultats sont normaux. Le conseil d'administration de la Régie Renault convoqué demain après-midi. Cela signifierait la nomination de Raymond Lévy comme administrateur de la régie, le gouvernement belge ayant donné son accord au départ de Raymond Lévy, actuel président du groupe sidérurgique belge Cockerill-Sambre. Le conflit entre les journalistes de l'agence France-Presse et la direction de cette agence semble se durcir et se figer. Le mouvement de grève doit se poursuivre encore 48 heures au moins. Le conseil d'administration de l'agence a maintenu ce matin son plan de restructuration. De nombreux syndicats et organes de presse ont apporté leur soutien aux grévistes. Gaël Monlahuc, Aimé Mayol racontent cette journée de crise à l'AFP, crise sans doute la plus grave depuis la création de l'agence. Ce matin, conseil d'administration décisif à l'AFP, début de l'Assemblée générale. Premiers échos en provenance du conseil, Henri Pijat, le PDG, aurait déclaré que le climat est insurrectionnel, que la grève est politique. Mais le personnel espère encore une issue favorable. Passé 13 heures, fin du conseil. Un conseil dont les membres représentent l'État et la presse écrite et audiovisuelle, les clients de l'agence. Résultat, le conseil d'administration réaffirme son soutien au plan de restructuration proposé par le président Pijat, qui a été et reste chargé de le mettre en œuvre. Le Conseil n'a pas reculé d'un pouce. Si le travail ne reprend pas, il pourrait nommer un administrateur judiciaire chargé de rétablir l'équilibre financier de l'AFP. Conséquence, la grève continue. 14 heures, plusieurs centaines de journalistes rassemblés manifestent leur soutien. Pendant ce temps, le mouvement s'étend à d'autres services. Ils réclament le départ du PDG. Nous appelons tout de suite à l'ouverture de négociations car cette grève est suicidaire pour l'AFP, nous en sommes conscients et nous pensons que la direction, en verrouillant actuellement, en verrouillant la grève par des positions intransigeantes, est en train de couler purement et simplement l'AFP. Est-ce qu'on ne peut pas en dire autant de vous qui poursuivez la grève envers et contre tout? Écoutez, si
Prenez l'hypothèse où nous abandonnions cette grève aujourd'hui, ça serait catastrophique pour nous, puisque nous sommes persuadés que le plan Pijat n'est autre qu'un démantèlement de l'AFP. Mercredi, on saura si un administrateur provisoire est effectivement nommé. Ce serait une porte de sortie pour l'actuel PDG et un moyen peut-être de dénouer la crise. Le mouvement de grève des réservations entamé dans les gares parisiennes par le personnel SNCF s'est étendu aujourd'hui aux grandes villes de province. À l'origine de ce mouvement, je vous rappelle, la suppression d'une prime. Un avertissement pour ceux d'entre vous assujettis à l'impôt sur le revenu et aux impôts locaux. Le dernier délai, qui était reporté de 24 heures, est pour demain minuit. Nouvelle manifestation des éleveurs de porc-breton la nuit dernière. Cette fois, plusieurs centaines d'agriculteurs se sont rassemblés devant la préfecture de Vannes dans le Morbihan ou encore ici ce matin avec d'autres manifestants qui se sont affrontés avec les forces de l'ordre. C'était dans le centre-ville de Quimper. L'un des manifestants, l'un des éleveurs, a été blessé à l'issue de cette échauffourée. Les éleveurs réclament une hausse du cours du porc, la fermeture des frontières aux importations. Depuis ce matin à Bruxelles, les ministres européens de l'agriculture sont réunis afin d'arrêter peut-être une réforme du marché de la viande bovine et un nouveau resserrement des quotas laitiers. La négociation continue à Bruxelles pour Antenne 2, Maryse Manot, Maryse Richard. Ce soir, à Bruxelles, les ministres mettent la dernière main au plan le plus draconien que l'Europe agricole ait connu. L'accord devrait se conclure cette nuit et l'on s'attend à une réduction des quotas laitiers d'environ 6% à compter du 1er avril 87. Un tour de vis sévère que les producteurs devraient accepter en échange d'une aide financière. On leur donnerait le tiers du prix du litre de lait non produit. De plus, et conformément aux souhaits de François Guillaume, la Commission s'engagerait à écouler son stock de 1 million de tonnes de vieux beurre. Coût de l'opération, 22 milliards de francs sur 2 ans. C'est beaucoup si l'on considère que pour se débarrasser de ces stocks, l'Europe paiera le prix du kilo de beurre frais vendu dans le commerce. Mais c'est peu comparé aux 85 milliards qu'auront coûté ces invendus. Quant au prix de soutien de la viande bovine, il devrait baisser de 12,5%. Ce plan très sévère pour les agriculteurs français répond d'abord à un souci budgétaire puisqu'il va permettre de réduire les dépenses agricoles et de boucler enfin le budget de la communauté. Mais dans les campagnes, il va faire l'effet d'une douche froide. Il est probable que Jacques Chirac se montrera généreux jeudi prochain lors de la conférence annuelle pour adoucir la potion. Très lourd bilan des émeutes au Pakistan qui ont éclaté samedi soir à Karachi. 2 groupes ethniques pakistanais se sont affrontés jusqu'à ce matin. Il y aurait 95 morts et près de 500 blessés. À Bangui, en Centrafrique, reprise du procès de Jean Bedel Bokassa. L'ex-empereur centrafricain a renouvelé ses affirmations d'innocence contre les accusations de meurtre d'une centaine d'écoliers en 1979. Le procès pourrait durer 2 semaines. À Bangui, reportage de nos envoyés spéciaux, Daniel Lecomte, Frédéric Vasseur. À l'intérieur, c'est le même scénario qu'il y a un mois. Jean Bedel Bokassa, arrivé en automitrailleuse au palais, gagne sa place dans le box, protégé et encadré par les commandos de la garde présidentielle. Sur les accusations de massacre d'enfants, qu'est-ce que vous comptez dire? La question lui a été posée si Bokassa a participé lui-même au massacre. Le président de la commission a dit non. J'ai le dossier ici. Je n'ai participé nulle part. Et sur les accusations de cannibalisme? Mais je vous dis, il faut suivre ça. Je suis venu pour ça. Les 2 vedettes du jour, l'ancien Premier ministre de Bokassa, M. Maïdou, et l'ancien président Dako, dont on dit à ce moment-là qu'il pourrait bien être inculpé pour complicité avec l'ex-empereur. Seul M. Maïdou est là. David Dako, lui, a pris la fuite. Il sera introuvable de toute la journée. Pour ma défense. Oui. Je n'ai pas de me défendre. Non, non. Les témoins. Au menu de ce procès qui commence aujourd'hui, 14 chefs d'inculpation, pas moins, et déjà du retard sur le programme prévu, car la Cour a décidé d'entendre certains témoins sur des faits antérieurs à se consigner dans le dossier d'instruction. Sur le climat de ce procès, enfin, simple appel du président du tribunal à la radio, demandant aux témoins de venir dardard, et cette réflexion de Bokassa: je suis un être sensible, vous n'allez pas me reprocher ce crime, j'en ai suffisamment au-dessus de ma tête. Poursuite des audiences demain, 8h30. Au Vietnam, l'annonce prochaine de la nomination comme Premier ministre du gouvernement vietnamien de M. Giap, le général Vo Nguyen Giap, le vainqueur de Dien Bien Phu, qui remplacerait ainsi M. Phan Van Dong. L'URSS de Mikhail Gorbatchev, sous ce titre raccourci, une série de reportages menés par Jean-Marc Ilouz et Corinne Pertuis pendant 3 semaines en Union soviétique
tout à fait légalement. Des portes s'entr'ouvrent en URSS, nous avons donc tenté de savoir si la société, si les femmes, les hommes changeaient. Ce soir, première partie sur le thème du rideau de verre. Jean-Marc Ilouz et Michel Alikoff analysent les modifications dans la façon dont l'URSS se montre à l'étranger, et ça commence par une conférence de presse. Qu'ils soient américains ou japonais, les 440 correspondants étrangers en poste à Moscou peuvent aujourd'hui directement interroger le gouvernement soviétique. Il n'y a pas si longtemps, c'est par écrit qu'ils devaient lui adresser leurs questions via d'obscurs fonctionnaires. Aujourd'hui, sur tous les écrans du monde, un même visage pour parler au nom de l'URSS, celui de Gennady Gerasimov, ancien journaliste et très officiel porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Union soviétique. Catastrophe nucléaire, désarmement, espionnage, Gennady Gerasimov parle. Il applique la politique dite de transparence, formule choisie par le 27e Congrès. Il est évident que les activités du centre de presse du ministère des Affaires étrangères s'inscrivent parfaitement dans le cadre de la politique de l'ouverture, de la transparence et permet à l'Union soviétique de faire connaître sa position d'une manière rapide et efficace dans le monde entier. Transparence, oui, mais les bureaux des journalistes étrangers restent sous haute surveillance. Des journalistes encore sous le choc de l'affaire Danilov, ce correspondant américain incarcéré en septembre par les soviétiques, le temps d'un obscur règlement de compte avec les services secrets américains. Ouverture quand même, puisque désormais, les correspondants à Moscou ne sont plus condamnés à attendre exclusivement les dépêches de l'agence TASS. On a de plus en plus d'interlocuteurs officiels, mais qui nous donnent des informations. Les briefings, les conférences de presse ne sont plus des pertes de temps. On nous permet même parfois de sortir de Moscou. Par exemple, on a pu aller visiter le principal centre d'essais nucléaires soviétiques, ce qui aurait été impensable il y a encore 3 mois, à tel point que l'AFP à Moscou va s'agrandir pour faire face à ce flot d'informations. Plus d'informations, oui, mais toujours officielles. Et ici, le comité d'État pour la radio-télévision reste l'interlocuteur obligatoire des télévisions étrangères. Autoriser cette séquence dans un centre de lutte anti-alcoolique, c'est nouveau. Interdite l'image d'une queue devant un magasin d'alcool. Et impossible, malgré les efforts de notre accompagnateur interprète, de monter ce jour-là dans un bus de touristes américains en vacances en pleine crise Moscou-Washington. Le feu vert officiel viendra, mais 3 heures trop tard. Oui, mais 3 heures seulement pour une autorisation, la chose eût été impensable voilà 2 ans à peine. C'est vrai, aujourd'hui, des portes s'entr'ouvrent, mais plus au sommet des institutions qu'à la base. Sur le terrain, en revanche, les consignes de transparence ne sont appliquées qu'avec réticence par les bureaucrates. Autant dire qu'il faudra triompher de réflexes bien tenaces pour transformer chaque rideau de fer en rideau de verre. Demain et toute cette semaine dans les éditions de 13h et 20h sur Antenne 2, suite de cette enquête sur l'URSS de Gorbatchev. Mais l'URSS de Gorbatchev, c'est aussi la présence maintenue de troupes soviétiques en Afghanistan. Ce soir, grâce à Médecins sans frontières qui célèbre ses 15 années d'action humanitaire, des images nouvelles d'Afghanistan. Ronnie Broman est à mes côtés, on le verra tout à l'heure, il est président de MSF, il revient d'Afghanistan. Voici ce qu'il a pu voir. Les premières images sont presque jolies, celles qui suivent sont dramatiques. Commentaire Patrice Pelé. Au cœur de l'Afghanistan, Ronnie Broman, ici, au centre. Motif de la visite du patron de Médecins sans frontières, établir un nouveau camp. S'assurer que l'équipe de MSF pourra rester et travailler en sécurité. Pour parvenir à un accord, il faudra plusieurs jours de discussion. Leurs interlocuteurs, les résistants afghans et leur chef, Khori Abdullah, ils commandent la région de Rasni. La plus grosse unité de la région et une division soviétique qui est installée là au pied de la montagne. 7 ans déjà, les Médecins sans frontières sont présents en Afghanistan depuis le début. 7 ans de travail dans des conditions éprouvantes. Ce village a été bombardé par l'artillerie soviétique. On opère un blessé à la lumière d'une simple lampe. 2 éclats d'obus dans le dos de cette petite fille, 2 éclats en pleine colonne vertébrale. Les médecins apprendront à la mère que sa fille est paralysée à vie.
terima kasih Anda. Peu de thé qu'il peut avoir. Ce petit garçon boit pour la dernière fois. Il a 2 ans. Son corps est criblé d'éclats d'obus. Trois morts, dont cet enfant, plusieurs blessés graves, le bilan de l'attaque soviétique. Les Médecins sans frontières sont restés 5 heures sur place, et puis ils sont repartis. Anonymes, bénévoles, ils s'abstiennent de toute critique à l'égard des pays qui acceptent leur présence. Sous tous les régimes, partout où ils sont, tous ceux qui souffrent peuvent compter sur eux. Ronnie Broman, bonsoir. Vous revenez donc d'Afghanistan. Il faut vraiment dire que ces images, on en a peu souvent, donc il y a une permanence de la guerre là-bas, une permanence du besoin humanitaire et du besoin en soins médicaux. Moi je dirais même plus qu'à mesure que le temps passe, le besoin ne fait que croître. Parce qu'aujourd'hui en Afghanistan, on a affaire à 2 pays. Le pays des plaines dans lesquels on peut circuler officiellement, à condition de passer par Kaboul, c'est-à-dire d'avoir les autorisations, et puis le pays des montagnes. Le pays, je dirais, qui est le pays réel, là où se sont réfugiés tous ceux qui, sous contrôle de la résistance, veulent continuer de vivre selon leurs valeurs traditionnelles. Et ce qu'ils nous demandent le plus, ce que les personnes que l'on voyait sur l'écran à l'instant me demandaient, outre bien entendu une aide médicale pressante dont ils ont un besoin urgent, c'est de parler de l'Afghanistan, c'est de rappeler que dans ce pays, il y a encore des gens qui se battent pour leur liberté, pour les valeurs qui sont les leurs et que ces valeurs leur sont refusées. Alors vous le disiez à l'instant, l'Afghanistan n'est pas une guerre que l'on montre parce qu'il est très difficile d'y réaliser des films, il est très difficile de savoir ce qui s'y passe. Malheureusement, ce qui s'y passe, c'est ce qu'on a vu à l'instant là. Ce sont des bombardements de haute altitude, des bombardements aveugles qui rayent des villages de la carte sous prétexte qu'on soupçonne qu'un groupe de résistance y soit passé. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de civils qui, au cours de ces dernières années, ont péri dans ces bombardements de hautes altitudes ou dans ces opérations de répression qui sont, encore une fois, extrêmement meurtrières. Ronnie Broman, on vous a invité ce soir, comme dans toutes nos éditions, pour parler de MSF, parce que vous avez 15 ans. Alors c'est une date anniversaire, on a évoqué un peu toutes vos actions dans un certain nombre de pays dans le monde. J'ai envie de vous poser une question très très concrète. Je vous donne, mettons, 100 francs pour aider l'action de MSF. Qu'est-ce qu'il arrive à ces 100 francs? Où est-ce qu'ils vont? Quelle est la part qui arrive concrètement en Afrique ou en Afghanistan? Sur 100 francs, 80 sont transformés immédiatement en soins médicaux et 20 sont utilisés partie pour la gestion, partie pour l'information et la collecte de fonds, c'est-à-dire en fait une espèce de, pardonnez-moi l'expression, de réinvestissement. Mais 80 sont immédiatement transformés donc en soins médicaux. Soins médicaux, cela veut dire bien entendu des équipes médicales, des billets d'avion, des véhicules, des frais de construction pour les dispensaires et les hôpitaux, des chaînes de froid, c'est-à-dire la possibilité de garder des vaccins au froid depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la brousse. Bref, depuis l'hôpital jusqu'au petit poste de brousse, il y a toute une chaîne que ces 80 francs servent à faire fonctionner. La difficulté pour vous, c'est pas d'être transformé en une sorte de grosse entreprise, c'est-à-dire d'avoir de gros frais de gestion, une lourdeur de gestion et de ne plus avoir cette possibilité d'action d'urgence rapide? Vous savez, c'est sans doute le risque qui nous guette, mais je crois qu'il ne nous a pas atteint jusqu'à présent, puisqu'on l'a vu au Mexique, en Colombie, on le voit aujourd'hui encore en Afghanistan. Les équipes de Médecins sans frontières sont très rapidement à pied d'œuvre. Ce qui est nouveau, ce qu'on pourrait éventuellement qualifier d'entreprise au sein de Médecins sans frontières, c'est qu'il y a autour de cette bonne volonté, de l'enthousiasme, de l'engagement de tous les membres de Médecins sans frontières, un noyau dur qui est un noyau professionnel. Aussi bien dans le domaine de la technique médicale que de la gestion, que de la logistique, il y a un rassemblement professionnel. Qu'est-ce qui vous différencie de Médecins du Monde, de la ICF, de la Croix-Rouge, enfin des autres ONG, des organisations non gouvernementales humanitaires? Qu'est-ce qui vous différencie? Ce qui nous rassemble d'abord, c'est le même élan, la même envie de mettre au disposition des autres. Mais c'est bien que vous soyez très nombreux, dispersés comme ça? Ah oui, c'est bien. Oui, ça sans aucune hésitation, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des besoins, d'une part immenses, et d'autre part, il y a des démarches différentes pour aller à la rencontre de ces besoins. Certains ont besoin depuis de conseils en matière agricole, en matière d'élevage, et la ICF peut leur apporter quelque chose. D'autres ont besoin de soins médicaux, nous pouvons leur apporter quelque chose. Et puis lorsque Médecins du Monde intervient également, c'est aussi parce que les besoins sont immenses et que Médecins sans frontières, malheureusement à elle seule, ne peut certainement pas les couvrir. Alors je vous propose de noter, si vous le voulez, le CCP de Médecins sans frontières pour ses 15 années anniversaire, on vous le lit, CCP 4060U, c'est 68 boulevard Saint-Marcel, 75 007.
5 à Paris. Et puis je voudrais aussi vous présenter ce livre qui est L'homme en détresse Sahel. C'est des photos tout à fait remarquables, des photographies de Sebastião Salgado. C'est en librairie à partir d'aujourd'hui, je crois, c'est cela. C'est fait par Prisma Press et c'est surtout le Sahel. Des photos tout à fait remarquables. C'est peut-être quelque chose que vous pouvez offrir et ça permet de réfléchir, de faire un cadeau peut-être un peu sérieux. Merci Ronnie Broman et bon anniversaire à MSF. Merci. Le brigadier de police qui dirigeait le peloton voltigeur motocycliste qui est intervenu dans la nuit du 5 au 6 décembre dernier dans la rue Monsieur-le-Prince à Paris, là où est mort Malik Oussekine, a été suspendu de ses fonctions. Cette suspension à titre conservatoire vient d'être annoncée par M. Charles Pasqua sur Europe 1. M. Pasqua a également annoncé qu'il portait plainte contre le journal L'Humanité, qu'il porterait plainte contre tous ceux qui se sont fait l'écho de diffamation contre la police en évoquant des provocations policières dans les manifestations étudiantes. M. Pasqua a demandé la saisie d'une cassette tournée par nos confrères de TF1. Et puis le ministre de l'Intérieur a décidé de porter plainte également contre 2 journalistes du Monde, Edoui Plenel et Georges Marion, qui avaient écrit que dans l'affaire du Carrefour du Développement, le passeport remis à M. Yves Chalier pour fuir à l'étranger lui avait été procuré avec l'autorisation du ministre de l'Intérieur. M. Pasqua porte plainte. Christine Villemain a tenté de se suicider la nuit dernière en avalant des barbituriques. Christine Villemain sait qu'elle doit être jugée par la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle prochainement. Elle était profondément déprimée. Incendie dans un immeuble à Paris, dans le 2e arrondissement. 3 personnes sont mortes, un couple et une fillette. L'origine de cet incendie pourrait être accidentelle. Signature demain d'une convention entre les Restaurants du Cœur et le ministère des Affaires sociales. L'association fondée par Coluche obtiendra des moyens de fournir 1,5 million de repas supplémentaires. Demain soir sur Antenne 2 à partir de 20h30, Donne-moi la main, en direct de l'Empire, préparé par Dominique Cancien et présenté par Christophe de Chavannes pour aider les enfants défavorisés et appuyer l'action de Jean-Luc Lahaye. Aujourd'hui à New York, Air France a offert le voyage en Concorde à 4 enfants, 2 garçons et puis 2 filles, hébergés par une fondation américaine pour les enfants déshérités. Ces enfants participeront à l'émission. Demain, il s'agira de recueillir des fonds pour 8 centres régionaux, semblables aux premiers créés dans la banlieue parisienne par Jean-Luc Lahaye. Un avion tente le tour du monde sans escale depuis hier. C'est un drôle d'avion, un oiseau ayant les ailes d'un trimaran et qui est bourré de carburant. Il a pris son envol de la base d'Edwards en Californie. Commentaire Patrick Esther. Il roule lourdement, très lourdement, le bout de ses ailes traîne par terre. Il va pourtant réussir à décoller sur cette piste du désert de Mojave en Californie. Dick Rutan, son pilote, tire un peu sur le manche à balai, la portance augmente, les ailes plient sous l'effort. Voyager, cet avion qui ressemble si peu à un avion, vient de décoller pour un tour du monde de 43 000 km, sans escale, sans ravitaillement en vol. Malgré la perte de l'aileron, à gauche, victime du décollage laborieux, le voyage ne semble pas compromis. Un avion révolutionnaire. Pas le moindre morceau de ferraille à bord, il est construit en matériaux très légers. Kevlar, fibre de carbone, graphite. Aussi large qu'un Boeing 727, il ne pèse que 500 kg. Si l'on y ajoute les pilotes, l'eau potable, la nourriture déshydratée et surtout 5000 litres de carburant, il atteignait 5,5 tonnes à l'instant du décollage. Perdu, au milieu de ces 16 réservoirs de carburant, il reste juste 2 petits mètres carrés au centre pour les 2 pilotes. Dick, 46 ans, et Jenna Yeager, 32 ans. À la vitesse de 175 km/h, le voyage doit durer une douzaine de jours. Mais le confort risque de ne pas être à la hauteur du prix du billet, 7 millions de francs. Si Voyager ressemble à un jouet, il est bien l'enfant de la technologie spatiale. Étonnant, hein. Une météo, n'importe quoi, il paraît, Brigitte. Oui, c'est une météo fourre-tout. Un peu de tout, un peu. Cela signifie que chaque région aura droit à son nuage, à son éclaircie, à ses précipitations. Regardez la carte, c'est la confirmation. Le même type de temps, du nord au sud, de l'ouest à l'est, tout cela poussé par un vent fort, que ce soit sur les côtes de la Manche ou sur la Méditerranée. La différence se situe au niveau des précipitations. Elles se présenteront sous forme de pluie sur les plaines et les vallées, sous forme de neige à partir de 500 mètres sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, le Massif central et dès 800 mètres sur les Pyrénées. Les températures, elles seront stationnaires, quelques gelées cette nuit, et puis de 5 à 11 degrés sur la moitié nord aux environs de 15 heures, et de 4 à 14 degrés sur la moitié sud. Demain, ce sera le mardi 16 décembre, 2 minutes de soleil en moins. Il se lèvera à 8h40, se couchera à 16h53, ce sera la Sainte Alice.
Merci beaucoup. Je vous recommande à 22h le magazine Résistance présenté par Noël Mamère, 22h05. Et puis le dernier journal d'Hervé Claude juste après, à demain 20h. Bonsoir, merci.